vers plus de complexité, mais on gagne aussi par certains côtés, notamment en théorie des systèmes, c'est des choses sur lesquelles on fait un petit peu de cas des fois, en disant c'est des systèmes linéaires, c'est des systèmes non linéaires, on sait que les perspectives ne sont pas les mêmes, etc. Donc là, certes, on représente l'état d'abord avec un objet simple, un vecteur, puis maintenant avec un objet plus compliqué, un opérateur, mais on gagne quelque chose d'important, c'est que la probabilité de la mesure, elle est finalement non linéaire en l'état lorsqu'il est représenté par un vecteur, parce que c'est fonction du module carré de la norme, et donc il y a de la non-linéarité dans la mesure. Enfin, la mesure est non linéaire en l'état si on mesure l'état au moyen d'un vecteur d'état. Tandis que si on mesure l'état ou si on décrit l'état au moyen d'un objet plus compliqué, un opérateur densité, eh ben, la mesure, les probabilités de la mesure deviennent linéaires en l'état. Donc ça, on y gagne et ça peut servir parfois pour avancer les calculs plus avant, quoi. Et finalement, on peut se poser la question, des fois on dit la mécanique quantique, tout est linéaire, il faut être plus circonspect que ça. Ce qui est linéaire, c'est l'évolution des états. L'évolution, c'est linéaire. Donc on disait, ça c'est aussi primitif qu'un postulat de base. L'évolution des états quantiques, elle est linéaire. Mais après, la mesure, et dès les postulats de base, la mesure, c'est d'emblée non linéaire, parce que c'est d'emblée des modules carrés des états. Donc la mesure, au départ, c'est non linéaire en l'état. Sauf si on complique la représentation d'état, avec non plus un vecteur, mais un opérateur, ça devient linéaire en état. Mais ça ne veut pas dire non plus que la mécanique quantique ou la physique quantique ou l'information quantique, c'est toujours linéaire, même quand on représente les états avec des opérateurs de densité. Donc, et l'évolution et la mesure sont linéaires, mais en fait, on l'a vu assez rapidement, il y a plein de non-linéarités qui apparaissent, souvent on va dire en les paramètres, et par exemple dans l'expérience qu'on avait décrite de l'interféromètre, qui est une situation très standard, où on souhaite estimer l'angle de déphasage entre les deux bras de l'interféromètre. Donc ça, c'est un problème où les grandeurs, donc les mesures, bien que les mesures soient linéaires en l'état, si l'état est représenté par un opérateur de densité, les mesures sont non linéaires en les paramètres. Parce qu'on l'a vu, si on retrouve nos équations, on voit que les mesures dépendent du cosinus θ ou du cosinus carré θ. Donc, il y a plein de situations en quantique où les paramètres d'intérêt, même en information quantique, où les paramètres d'intérêt, c'est des choses qui dépendent non linéairement de... Donc, on ne peut pas dire que la mécanique quantique, tout est linéaire, ça dépend en fait. Et il faut être plus circonspect, c'est linéaire en quoi, donc en l'état, et même qu'est-ce qui est linéaire en état, et ça dépend de comment on représente l'état, et puis linéaire en les paramètres, et c'est parfois très non linéaire en plein de paramètres d'intérêt. À nouveau, c'est une situation très typique, là, très générique, estimer le déphasage d'un interféromètre, et on est d'emblée en présence par exemple, de probabilité de mesure non linéaire en les paramètres. Et puis, il y a d'autres endroits où vont se loger des non-linéarités qu'il faudra gérer. C'est dans les mesures de performance qui font sens. On commence à introduire, par exemple, des mesures de von Neumann. Donc, ça va permettre d'introduire des mesures d'information mutuelle ou des capacités de canal. Et donc, tout ça, c'est des mesures non linéaires, enfin, qu'introduisent des non-linéarités par beaucoup de côtés. En l'état, si on veut, en les paramètres. Il y a aussi des grandeurs très pertinentes pour mesurer les performances dans les contextes où on va avancer. Par exemple, les informations de Fisher. Donc, les informations de Fisher, il y a des logs, des espérances de logs. Donc, c'est d'emblée aussi assez non-linéaire. Donc, il y a plein d'occasions d'avoir des non-linéarités en quantique, quoi. Même si on peut dire, en un certain sens, que les évolutions sont linéaires en l'état, les mesures sont linéaires en l'état, si c'est l'état est mesuré par un opérateur de densité, et ce sera non linéaire en les paramètres d'intérêt ou non linéaire
à cause de performances pertinentes qu'on veut optimiser. Donc, l'opérateur densité. Alors, une fois qu'on a introduit l'opérateur de densité, on peut lui établir ou lui démontrer des propriétés intrinsèques importantes. L'opérateur de densité, c'est un opérateur qui est toujours hermitien. Ça se voit à partir de sa constitution. Si on conjugue en complexe, le psi conjugué, ça s'écrit pareil, psi, et puis les PJ sont des réels, des probabilités, donc PJ et PJ conjugué, c'est la même chose. Donc si on conjugue tout ça, on trouve que ρ égale ρ adjoint. Donc on a affaire à un opérateur hermitien. On a affaire aussi à un opérateur positif. Donc l'opérateur positif, un opérateur ρ est positif si quand on le prend en sandwich avec un état quelconque, le résultat c'est toujours positif. Donc quand on prend l'opérateur ρ en sandwich entre psi, on peut, avec cette expression développée de ρ, arriver à cette expression qui met en jeu des complexes, soit complexes conjugués, donc modules carrés. Là aussi, en exploitant les notations de Dirac, on arrive vite à une somme pondérée de modules carrés. Donc les probabilités sont positives, les modules carrés sont positifs. Donc ça garantit que quel que soit le vecteur d'état psi, psi, ρ, psi, c'est toujours positif. Donc ça permet de dire que ρ est un opérateur positif. Et puis ρ, un opérateur de densité, donc un opérateur hermitien positif qui est de trace unité toujours. La trace de ρ, donc en profitant de notre petit lemme dans des versions dégénérées, là, cette trace-là, ça se réduit à psi, comme ça. Et donc ça vaut 1, donc somme des PJ, c'est 1, tac. Donc un opérateur densité, c'est un opérateur hermitien positif de trace unité. Et dans l'autre sens, alors, comme il est hermitien positif de trace unité, on peut en envisager une décomposition spectrale. Ça se fera sur un ensemble de vecteurs propres, au moins qui formeront une base orthonormée de l'espace des états, et puis associés à des valeurs propres qui seront réelles positives. Pour un opérateur positif, les valeurs propres sont toujours positives, et puis comme ça, un opérateur de trace unité, les valeurs propres se somment à 1. Et donc ce sont des nombres positifs qui se somment à 1. Ça a le statut d'une distribution de probabilité. Et puis les états propres, ça forme une base de l'espace des états. Et alors finalement, on peut voir que un même opérateur de densité, là, on peut partir d'un ensemble quelconque de vecteurs psi et puis de distribution de probabilité, et on pourra toujours lui trouver un ensemble statistique formé par sa décomposition spectrale, là, qui formera finalement un autre ensemble statistique qui aura le même opérateur de densité. Donc ici, on a écrit la décomposition spectrale ou diagonale qui résulte de la décomposition spectrale de notre opérateur ρ. Donc c'est les vecteurs propres, les valeurs propres fois l'extérieur. Donc ça, c'est la décomposition spectrale. Et on peut voir ça comme un ensemble statistique où chacun des vecteurs lambda n surviendra avec une probabilité lambda n aussi. Et donc, on a une décomposition spectrale alternative ou un peu canonique pour un opérateur densité. Donc, ceci, ça montre que plusieurs ensembles statistiques d'états peuvent être représentés par le même opérateur densité. Et ils seront indiscernables au niveau de la mesure, parce que les mesures qu'on peut faire, elles sont sensibles, elles donnent accès que à quelque chose qui est gouverné par l'opérateur densité et pas du tout par la constitution fine de l'ensemble statistique d'état. Et
Donc voilà, donc ceci, ça permet de dire que dans l'autre sens, si on se donne n'importe quel opérateur hermitien positif de trace unité, eh ben, on pourra exhiber un ensemble statistique pour lequel cet opérateur positif de trace unité hermitien sera l'opérateur densité. Parce qu'il suffit, donc on se donne un opérateur positif hermitien de trace unité, il a une décomposition spectrale qui s'écrit comme ceci, et cette décomposition spectrale, elle fait apparaître un ensemble statistique d'états qui a pour opérateur densité l'opérateur dont on est parti. Donc ça marche dans les deux sens. Tout opérateur densité valide qui représente un état quantique, c'est un opérateur positif hermitien de trace unité. Et dans l'autre sens, tout opérateur hermitien positif de trace unité peut être vu comme l'opérateur densité associé à un ensemble statistique construit à partir de la décomposition spectrale de cet opérateur. Et puis on a aussi un autre critère intéressant, qui est un critère mécanique pour décider de la pureté. Parce qu'on voit que cette notion d'opérateur densité, ça s'applique aussi bien à un état pur. Si on a un état pur, ce qu'on considérait pendant longtemps, là, depuis le début, on peut l'associer à un opérateur densité qui est comme ceci. Donc un état pur, ça peut aussi bien se représenter par un opérateur densité, ou dans l'autre sens, l'opérateur densité peut servir à représenter l'état d'une manière généralisée, étendue, qu'on ait affaire à un état pur ou un ensemble statistique d'états. Donc finalement, on peut retenir une unique notion qui est l'opérateur densité pour représenter ou état pur ou état mélangé. Et après, on peut se poser la question, si on se donne une grosse matrice, là, est-ce que c'est... Donc, une matrice, on peut vérifier si c'est positif, hermitien, de trace unité. Puis après, on voudrait savoir si c'est l'état... si c'est l'opérateur densité associé à un état pur ou à un état mélangé. Alors, bien entendu, si on fait la décomposition spectrale, on verra bien la constitution, puis on pourra décider. Mais il y a quelque chose de plus mécanique, c'est considérer la trace de ρ2, ρ au carré. Et dans le cas d'un état pur, l'opérateur densité est construit comme ceci. Donc, l'analyse spectrale, elle peut se faire de tête. Qu'est-ce que c'est la décomposition spectrale d'un ρ qui est fabriqué comme ça? Oui, c'est une matrice de rang 1. Alors, en termes de valeur propre, si on est sur Hn en dimension n, en termes de valeur propre, oui, c'est ça, il y aura une fois la valeur propre 1 associée au vecteur propre psi, et puis il y aura n-1 fois la valeur propre 0 associée au sous-espace propre qui est l'orthogonal, le complémentaire orthogonal de psi dans Hn. Donc, si on a un état pur, on a une seule valeur propre qui vaut 1, les autres valent 0. Donc, si on fait ρ2, ρ2 c'est pareil, il aura comme valeur propre 1 au carré, une fois, plus 0 au carré, n-1 fois. Et donc, si on fait la trace de ρ au carré, ça donnera 1 strictement, c'est un état pur. Et si les états sont orthogonaux? Alors, dans le cas d'un état pur, d'un état mélangé, oui, ils seront orthogonaux et les états propres. Ça sera un état pur. Ah non? Et ils sont orthogonaux. Donc, si on fait justement si on s'appuie sur la décomposition spectrale, là, c'est facile de caractériser. C'est facile de caractériser ρ2 sous la forme diagonale. ρ2, c'est simplement lambda 2 fois lambda n fois
lambda n. Ça, c'est la décomposition spectrale de l'opérateur ρ2. Ça, c'est la forme diagonale de ρ. Donc, ça donne directement accès à ρ au carré sous forme diagonale. Ça s'exprimera comme ceci. Et après, la trace de ceci, bah, c'est ça, là, c'est ce que j'écris ici. Et donc, si on est en présence de... Donc, ça vaudra 1, simplement dans la configuration où on est en présence d'une valeur propre qui vaut 1, puis toutes les autres 0. Et autrement, si on s'écarte de cette configuration-là, comme toutes les valeurs propres doivent se sommer à 1, et ben, les valeurs propres seront quelque part entre 0 et 1, mais en dessous de 1. Donc, au carré, ça vaudra moins. Un nombre en dessous de 1 qui est mis au carré, ça vaut moins. Et donc, ça, c'est un critère mécanique quantitatif pour voir si un opérateur de densité, c'est un état, il est associé à un état pur ou un état mélangé. Et puis, après, là, pour l'évolution, et puis peut-être on va s'arrêter ici, là, enfin, si c'est approprié, l'évolution là, de l'état pur, si on prend séparément les états purs qui constituent l'ensemble statistique, ils évoluent unitairement comme ça. Donc, en prenant le conjugué hermitique, l'état psi-conjugué, là, ça va évoluer comme ça, tac, 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 tac. Et puis donc, en combinant ceci, on arrive à trouver comment évolue ceci, et puis on arrive à l'évolution de l'état ρ qui se met comme ceci, quoi. Aussi utilisant la linéarité vis-à-vis de la somme sur J, etc. Donc si on présente l'état au moyen d'un opérateur densité, quand les états purs évoluent au moyen d'un opérateur unitaire U, eh bien, l'opérateur densité évolue au moyen d'un changement d'opérateur qui s'écrit comme ceci. Voilà. Et puis donc la notion d'opérateur densité, ouais, c'est important. Donc j'ai un comme autre... Comme le passage dans un filtre, quoi. C'est un peu ça. Au niveau de l'ordre 2. Oui, pour l'action du carré, ouais. Oui. Oui, surtout s'il y a une contrainte de normalisation de l'ensemble. Oui. Ok, donc l'opérateur densité, finalement, c'est notre façon généralisée, enfin, ou complète de représenter un état quantique. Il y a une autre motivation forte, là, par rapport à laquelle la première est presque un petit peu anecdotique. Et c'est beaucoup dans ce genre de configuration-là qu'on sera amené à faire face à un opérateur de densité. Alors, je ne sais pas si on a le temps d'en venir là, ou c'est des motivations complémentaires pour l'opérateur de densité. Alors, est-ce qu'on continue pour 10 minutes, un quart d'heure On peut terminer ça. Ouais. Ok, parce qu'on est à 3 sur 3, là. Ouais. Ça ferait effectivement une coupure. Donc, une autre motivation, alors là aussi, c'est on ne rajoute pas de concept de base nouveau. Hein. L'opérateur de densité, il est apparu en tirant des conséquences des mesures, des probabilités de mesure en présence d'un ensemble statistique. Donc, il y a une autre situation où apparaît un opérateur de densité qu'on peut chercher à analyser, parce qu'elle est importante et on la rencontre fréquemment en pratique. C'est quand on a affaire à un système bipartite et dans un état qui est intriqué. Et puis, on envisage, on a accès simplement à une partie de cet état bipartite, c'est la partie A qu'on entend mesurer. Et donc, pour ce qu'on peut faire, donc c'est par exemple une paire de qubits, mais on a accès qu'au qubit A de la paire, et puis on envisage de le mesurer. Donc le mesurer, on va mettre en place au moins de manière formalisée, une base orthogonale de projection, puis faire fonctionner les projecteurs qui vont fonctionner de manière aléatoire. Et comme on n'a pas de prise
sur l'autre qubit de la paire, ben, on ne fait rien, enfin notre mesure, elle porte que, enfin elle met en jeu la mesure projective là, du postulat de tout début là sur la mesure, une mesure projective dans une base de référence sur le qubit auquel on a accès, et on ne touche pas, on n'a pas accès à l'autre qubit de la paire. Alors ça, oui, donc les πm, ça peut être vu comme les projecteurs sur les vecteurs d'une base de orthonormée quelconque. Tout à l'heure c'était πn, mais maintenant c'est πm parce que justement ça ne dépend pas de la base en question, n'importe quelle base orthonormée peut faire l'affaire. Donc là, on envisage de mesurer le qubit accessible A dans la base orthogonale déclinée par M. Et donc, puisqu'on ne fait rien sur le qubit B, ça c'est équivalent à finalement faire fonctionner ce qui peut être vu comme des projecteurs, mais quelque chose qui est un projecteur de rang 1 sur les vecteurs de base dans l'espace d'état du qubit A, et puis un projecteur trivial qui projette sur tout l'espace lui-même pour le qubit B. Et puis on fait fonctionner ce projecteur sur l'état de la paire, et on est obligé de fonctionner comme ça parce que le qubit A, il n'a pas d'état bien défini, donc on n'a pas de moyen, si on se réfère toujours qu'au principe de base, de calculer les probabilités de la mesure si on n'injecte pas l'état dans l'opération de projection. Donc là, ce qui est connu, c'est l'état bien défini, un état pur, mais pour la paire. Et donc la paire, on doit l'engager dans ce qui décrit la projection sur le qubit A, et puis rien, ou une projection triviale sur le qubit B, et donc engagé dans un produit avec l'état comme ceci. Donc avec notre lemme sur... Donc ça correspond à des opérations de base qu'on avait déjà écrites, il n'y a rien de nouveau. J'ai un peu profité de notre lemme sur la trace pour écrire les choses comme ceci. Ici, on a fait une trace sur l'ensemble des deux états produits, enfin des deux espaces produits. Donc c'est ce qu'on a signalé ici, c'est une trace sur l'espace produit des systèmes A et B. Mais on peut décomposer cette trace en faisant d'abord une trace partielle sur l'espace HB qui correspond au qubit B ou au système B, et puis suivi d'une trace partielle sur l'espace qui correspond au qubit A. C'est les notions de trace partielle standard. Ça s'écrit facilement si on se réfère à une base, mais bon, ce sont des traces partielles. On fait la somme des éléments diagonaux, mais simplement par rapport à l'une ou l'autre des deux bases de l'espace produit. Donc c'est des opérations standards de traces partielles qui existent en algèbre linéaire, donc qu'on met en jeu ici. Et alors après, on a accès à une identité mathématique qui est que si on considère une trace partielle vis-à-vis de l'espace HB d'un produit qui implique un opérateur qui est l'identité sur l'espace qui est tracé là, eh bien on a cette identité mathématique qui peut se prouver facilement, mais c'est pas de la mécanique quantique, c'est une identité mathématique. Ça peut s'écrire comme ceci. Donc on peut sortir le πm, c'est un opérateur sur HA, donc c'est pas concerné grosso modo par la trace sur B, puis la trace sur B va simplement concerner cet opérateur produit extérieur là, qui est un opérateur de l'espace produit. Et donc ceci c'est alors cette chose-là, on peut l'appeler ρ. Alors quand à l'intérieur de la trace, on a un opérateur sur l'espace produit HA croix HB, et puis qu'on prend une trace sur l'espace HB, ça nous laisse avec la trace partielle nous laisse avec un opérateur sur HA, sur l'espace HA, et puis c'est un opérateur
il est facile de vérifier qu'il est de trace unité, il est positif. Donc positif, ça inclut finalement aussi hermitien. Donc c'est facile de démontrer que cet opérateur ρA obtenu comme ceci par la trace partielle d'un opérateur sur HA, HB, c'est un opérateur positif de trace unité, donc qui dit positif dit hermitien. Donc ça a le statut d'un opérateur densité. Et puis après, quand on a la connaissance du seul opérateur densité, eh bien, on peut formaliser ou prédire théoriquement le résultat de la mesure, qui est de projeter sur l'état de base M le système A qui est accessible à la mesure. Donc ça pourra se formaliser, cette probabilité d'avoir le résultat M issu de la mesure du système A, comme cette trace partielle qui implique cette quantité-là, qui est un opérateur de densité. Donc on arrivera à dire que cette quantité ρA, là, ben, ça permet de prédire tous les résultats de la mesure sur A. Et donc, pour prédire les résultats de la mesure sur A, eh ben, on a besoin que de ce qui a le statut d'un opérateur densité. Et donc, c'est aussi dans ces contextes-là où on voit apparaître un opérateur densité. On a un système A, mais il n'a pas d'état pur bien défini. Pourquoi? Parce qu'il est intriqué avec un système qui n'est pas accessible. Et donc, le système A n'a pas d'état pur à cause de l'intrication. Sauf le système composite intriqué a un état pur. Mais ce n'est pas grave. On peut, pour le système A qui n'a pas d'état pur, le représenter par un opérateur densité, alors qui est défini comme ceci. Mais une fois qu'on a cet opérateur densité, eh ben on a tout ce qu'il faut pour prédire les résultats de la mesure sur A localement. Et donc c'est aussi... oui. Donc c'est aussi une autre façon de voir émerger un opérateur densité qui décrit une incertitude sur l'état, qui empêche de mettre en avant un état pur pour décrire l'état. Mais cette incertitude, ça ne vient pas tellement d'une préparation à l'intérieur d'un ensemble statistique, mais cette incertitude, ça vient plutôt du fait qu'on a intriqué avec une part qui est inconnue, et donc qui empêche notre système A d'avoir un état bien défini, mais qui malgré tout peut se voir doté d'un état incertain, représenté par la même notion d'opérateur densité. Donc une autre motivation forte pour l'opérateur densité, sachant que c'est beaucoup dans ces configurations-là qu'il apparaît ou qu'il est rendu nécessaire. Et donc voilà ce qu'on peut dire. On va exploiter les valeurs propres générées par les exploiter ultérieurement. Oui. Le spectral. Oui. Après, il y a plein de façons. Ça peut être quelque chose qui va nous renseigner sur les probabilités des résultats de mesure lorsqu'on mesure dans la base des vecteurs propres, ou c'est quelque chose qui va entrer dans la caractérisation de toute façon de l'opérateur densité. Et oui, ça sera souvent sur le tapis, ouais. Les vecteurs propres et les valeurs propres d'un opérateur densité. Ça, c'est sûr. OK. Donc, on peut s'arrêter ici. Là, ça nous fait un 12h20. Oui, On reprend à quelle heure, du coup?